On est forcé de faire un lien entre terrorisme et État, hein. Donc terrorisme d'État. Vous vous rendez pas compte, la France est un pays très important en Europe pour le système de domination américain. Voilà, que le peuple enfin se révolte et fasse comprendre que c'est lui qui doit faire la loi. Mais arrêtez d'y voir l'alpha et l'oméga de tout, à chaque fois, derrière le sionisme. Là, vous avez Yann Moix qui intervient pour nous dire « Mais qu'est-ce que c'est que le peuple ?» Je suis désolé, des gens comme Mélenchon ne font pas partie du peuple. Donc, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que le peuple, ne savent pas ce que c'est qu'un Français. Hein, non, c'est pas vrai, regardez, c'est tête de vainqueur. J'espère qu'elle pourra avaler son chapeau sur cette affaire de Libye, et elle fera moins la fière. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, l'unique, la vraie, sur metatv.org. Donc le lundi, le mercredi, le vendredi de 21h à minuit, voilà. Alors un grand bonjour évidemment à la régie avec nous, il y a Steph aux manettes, vous le savez très bien. Il y a même Delphine dans les studios, on lui passe un petit coucou. Et on passe évidemment grand coucou à tous les modératrolls, hein, au taquet. Je vois, il y a Jonathan, Libertad, Ozzy, Sage et Yeris bien sûr, et tous les métanotes qui sont connectés, voilà, qui sont déjà pour certains au taquet, quoi. Ouais, le débunkage, c'est après. D'abord, on va commencer à parler, évidemment, de plein de choses, puisque l'actualité est riche en événements, hein, les petits débriefs, vous aimez bien, donc forcément, on ne peut pas y échapper, hein. Vous avez vu, on a mis le rouge, hein, c'est le rouge, c'est quand c'est intense, hein, évidemment. Donc voilà, et ben écoutez, maximum de respect à tous ceux qui sont connectés, hein, qui sont au taquet, qui suivent les émissions chaque jour, car c'est bien grâce à vous qu'on peut exister, grâce à vous que beaucoup de gens s'intéressent aussi à nous maintenant désormais, on en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, l'actualité riche en événements, la Syrie évidemment, sujet imparable, j'ai envie de dire, inévitable, incontournable, après cette intervention russe, hein, donc qui prend de l'ampleur avec des frappes aériennes continuelles chaque jour, pour lesquelles on a vu se mettre en place, alors très étonnamment, ou très, j'ai envie de dire, très logiquement, une politique de communication anti-russe, anti-Poutine, qui s'opère depuis qu'il a décidé d'aller détruire Daesh. Alors Poutine, chose très intéressante d'ailleurs, hein, il nous rappelle constamment que la Russie elle agit et opère dans le droit international et qu'elle est la seule nation en Syrie à être en concordance avec le droit international, puisque la Russie mène ses opérations à la demande du gouvernement syrien, hein, alors que tous les autres pays, hein, vous le savez très bien, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, eux, hein, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est un peu la grande foire, hein, on va bombarder qui on veut, etc. On ne demande rien à personne, hein, et puis ça fait longtemps en plus que ces pays, hein, nous ont expliqué que il devait faire des frappes aériennes contre cet État islamique. Or, force est de constater que depuis que les États-Unis ont décidé de mettre en place cette politique de soi-disant contre Daesh, soi-disant contre cet État islamique, on est obligé de constater qu'il n'y a absolument aucune avancée, bien au contraire, l'État islamique n'a fait que se renforcer, n'a fait que progresser, donc campagne de bombardement absolument inefficace, hein, de l'OTAN, et donc l'OTAN, je trouve, est tellement, serait bien inspiré de peut-être justement des actions militaires russes. Mais pour ce qui est évidemment de ce qu'on a comme information, ce qu'on détient comme information, parce que on va gratter, vous savez, un peu les informations un peu partout, hein, concernant cette affaire. Il semble qu'il y ait effectivement un certain nombre de militaires, hein, évidemment, ce qui n'est pas étonnant, donc des militaires de l'OTAN, en tout cas de pays de l'OTAN, donc des Turcs, des Américains, des Britanniques, des Français, qui soient complètement impliqués, en fait, dans
directement avec Daesh, et donc qui subissent les frappes aériennes russes. D'où l'explication pourquoi, évidemment, il y aurait cette campagne de dénigrement et de déstabilisation des opérations russes dans les médias occidentaux qui nous répètent tous en chœur que Poutine est là pour aider Daesh, que finalement il est en train de bombarder les civils, que tout ça ne fait que renforcer l'État islamique, alors qu'au même moment d'ailleurs les États-Unis eux bombardent un hôpital à Kunduz en Afghanistan, ce qui laisse un grand silence médiatique, pour le moins assez étonnant là, c'est-à-dire que là évidemment c'est tout d'un coup plus personne n'a rien à dire quand ce sont les États-Unis qui frappent un hôpital. Il y a 22 morts. Voilà, j'ai vu le président de Médecins Sans Frontières, qui est évidemment très fâché, ce que je peux comprendre par cette affaire. Et pourtant, non, ça n'a l'air de déranger personne. Voilà. Donc ça pose bien, en tout cas, les bases de cette affaire syrienne, avec des pays occidentaux qui ont décidé de piétiner depuis longtemps le droit international. Il faut bien dire que depuis les guerres, on va dire, on peut même parler des guerres depuis l'Afghanistan. Alors bon, tout le monde était un peu sous le coup de l'émotion, il y avait une résolution de l'ONU, mais déjà depuis la guerre d'Irak, il y avait aucune légalité à cette guerre. Vous savez très bien que les États-Unis sont partis envahir l'Irak sans aucune résolution de l'ONU. Ils ont absolument piétiné toutes les résolutions. Voilà, puisqu'ils ne l'avaient pas, et pour cause ils ne l'avaient pas, puisqu'il y avait un désaccord avec la France. Et que le président Jacques Chirac, qui refusait de participer à cette guerre, avait promis d'apporter son veto, et plutôt que de subir une humiliation supplémentaire devant le Conseil de sécurité, ils ont décidé d'intervenir, évidemment en se passant de cet accord de l'ONU. Alors il y avait, oui c'est vrai, on se rappelle, Colin Powell avec sa petite fiole de pisse, comme il nous dit l'autre, qui était venu nous expliquer que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, pour ensuite, quelques années plus tard, venir se rétracter, nous expliquer que tout ça, finalement, n'était que fadaise et millevesée, et que, finalement, il n'y avait aucune arme de destruction massive. D'ailleurs, on n'en a jamais retrouvé, et puis aujourd'hui, tous les dirigeants américains ont admis que tout ça était un énorme mensonge. D'ailleurs, je me demande comment peut-on croire encore à cette propagande de guerre continuelle, puisque dès qu'il s'agit de guerre, vous voyez bien qu'il y a toute une propagande qui se met en place, propagande qui est relayée par le bras médiatique, qui est quand même le bras armé. Alors, le bras armé plutôt l'OTAN, mais la propagande médiatique est celle qui va permettre de justifier, c'est celle qui va permettre de faire accepter au public un événement qui est pourtant inacceptable, de base. Et donc, puisque le public, vous savez, la majorité des gens sont contre les guerres, donc pour pouvoir faire accepter, il faut qu'il y ait un événement qui fasse, qui soit une espèce de déclencheur, afin que les personnes puissent trouver cette guerre acceptable. C'était le cas de l'intervention en Afghanistan, puisqu'on était sous le choc, évidemment, des attentats du 11 septembre, ça l'était beaucoup moins sur la guerre en Irak, et depuis, évidemment, ils ont perdu du terrain. Voilà. Vous voyez, on me dit, effectivement, pour en arriver à regretter Chirac, c'est vraiment quand on a touché le feu qu'on creuse. Ouais, effectivement, c'est vrai. Pour en arrêter Chirac, on va dire que sur cette affaire, évidemment, d'Irak, c'était un geste assez mémorable. En tout cas, c'était un geste de grand panache. On avait un petit peu reconnu la France, avec sa posture gaullienne. Il faut savoir que la France, à l'époque, cette posture lui avait permis de bénéficier, vous savez, d'une aura absolument incroyable dans tous les pays du monde arabe, et évidemment, même jusqu'en Amérique du Sud, partout, on disait « Ah, c'est le grand retour de la France ». Enfin, un président qui ose s'attaquer, en tout cas s'opposer à l'impérialisme américain. Parce que pour le moment, nous faisons plutôt preuve d'une docilité, mais à toute épreuve, nous sommes devenus le caniche absolu des opérations américaines, mais vous savez, on est le vassal
j'ai envie de dire, le plus détestable, le plus pitoyable. On n'a absolument plus aucune dignité, plus aucun honneur, et nous obéissons au doigt et à l'œil à toutes les injonctions de l'oncle Sam. Hein. Ça a été depuis Sarkozy, et puis le passage, le changement avec Hollande, il n'y a rien changé. Encore pire, au moins Sarkozy, c'était un américanisme atlantiste assumé, hein, voilà, il y a encore certainement des gens qui n'avaient pas compris, on se demande, mais voilà, Sarkozy était un atlantiste assumé, tandis que le Hollande essaie de nous faire croire que il y aura une posture comme ça, un peu, ce serait la France. Non, ce n'est pas la France. Voilà. Hein, les islamistes sont les idiots utiles qui évitent d'utiliser les soldats de l'OTAN sur le terrain contre les ennemis d'Israël. Tout à fait. Une stratégie qui a été bien éculée, évidemment, avec ce qu'on a bien compris, avec ce qui s'est passé déjà en Afghanistan, puisque il faut remonter pour ça à l'invasion de l'URSS de l'Afghanistan en 1979, où l'Union soviétique, à l'époque, à la demande des autorités afghanes, était intervenue, et dans laquelle les Américains ont soutenu des groupes djihadistes, des groupes, on va dire, des groupes véritablement... voilà, des groupes armés qui sont devenus le bras armé, évidemment, de la politique américaine, et qui ont continué, parmi lesquels on a retrouvé un certain Ben Laden, hein, parce que c'est comme ça qu'a commencé cette histoire d'amour entre les djihadistes et les services de renseignement américains. Hein, voilà, il faut remonter donc à ces années-là. Hein, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs. Hein, c'est Hillary Clinton, hein, c'est Wesley Clark, hein, c'est Flynn, c'est tout un tas de hauts dignitaires américains qui nous expliquent que bien sûr c'est nous qui avons entraîné, armé, voilà, ces gens-là, et que ces gens-là ont participé, contribué largement à ces guerres menées par les États-Unis de façon cachée, évidemment, hein, voilà, via des mercenaires. C'est la privatisation des guerres. C'est une technique qui avait été aussi beaucoup utilisée lors de la guerre de Yougoslavie, et qui n'était passée un peu sous silence. Vous savez, sur la guerre de Yougoslavie, on avait fait une émission ici avec Muammar Kadic, hein, une émission que je vous recommande, sur lesquelles justement on revient sur les éléments de cette guerre. Une guerre qui, à l'époque, avait été présentée comme une guerre interethnique entre on va dire, des Serbes, hein, qui seraient orthodoxes, des Croates catholiques et des musulmans. Mais sauf qu'on a oublié de nous expliquer, évidemment, hein, le rôle précis des États-Unis et de ces forces djihadistes qui avaient été mises en action. Un peu aussi ce qui s'est passé en Tchétchénie. Hein, aussi pareil, quand vous regardez les médias occidentaux sur la guerre de Tchétchénie, on vous explique que c'est l'horrible Poutine, hein, ce méchant Poutine qui a tout fait pour, évidemment, provoquer cette guerre en Tchétchénie, et qu'il allait tuer ces pauvres Tchétchènes, sans vous expliquer que tous ces gens-là, hein, faisaient partie de groupes de djihadistes terroristes, hein, qui étaient payés pour déstabiliser tout le Caucase. Vous savez, c'est toute la région du sud de la Russie, hein, avec, on se souvient, la fameuse aussi attaque de Beslan, hein, de cette école, voilà, et les Russes sont intervenus, voilà, de façon, certains diraient virile, d'autres diraient violente. Moi, je pense qu'ils ont coupé le problème à la racine. Ils se sont dit, de toute façon, voilà, il faut y aller, et militairement, et on ne va pas se laisser faire. Et donc, ils sont intervenus, voilà, dans ces régions-là, pour couper, hein, voilà, directement, empêcher que, finalement, cette gangrène, hein, finisse par pourrir. Pourquoi les Russes aussi interviennent en Russie? Mais clairement, ils le savent. Ils sont directement menacés. Hein, on avait vu ici même, avec le colonel Chaman, on avait parlé, mais ça fait partie de la stratégie russe, parce que, évidemment, si la Russie laisse tomber la Syrie, c'est la prochaine sur la liste. Hein. Et pourquoi ces Chinois interviennent? On a vu, pour la Chine qui envoie ses porte-avions, 1000 fusiliers marins, etc. Mais les Chinois, pourquoi ils interviennent? Évidemment, hein, les Chinois interviennent parce que vous savez très bien qu'ils ont aussi une communauté, les Ouïghours, hein, dans l'est de la Chine, et que
ces mêmes forces utilisent cette communauté pour fomenter des attentats contre la Chine. Et on a vu qu'un certain nombre d'éléments ouïghours participaient à cet État islamique. Information qui nous avait été donnée déjà depuis des années par Thierry Messant, hein, qui, je rappelle, lui, est en Syrie sur place. Hein, et que, voilà, donc toutes ces informations, visiblement, les Chinois ont les mêmes informations, parce que pour avoir envoyé un porte-avions et se mêler directement dans ce conflit, c'est bien qu'ils pensent que ceci a un rapport avec un problème de sécurité nationale sur lequel, qui pourra intervenir directement dans les affaires chinoises. Donc voilà, ça c'est une... c'est vraiment une affaire, hein, qui de toute façon n'est que à son début. Hein, beaucoup craignent un emballement, peut-être une guerre mondiale. Bon, évidemment, personne ne le souhaite. Hein. Est-ce que, évidemment, les forces en présence ont les moyens véritablement de le faire? Vous savez, après, tout ça est plus compliqué, hein, comme nous en parlions souvent ici, même on avait parlé avec Alain Benajam, à la fin, ce sont les militaires, hein, aussi qui décident, et qui, hein, les politiques sont soumis aussi à une certaine... un certain diktat des militaires. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Hein. On se rappelle de Netanyahou, par exemple, hein, qui avait pendant des mois, on va dire... péroré, oui, oh ben moi je vais aller attaquer l'Iran, je vais aller bombarder l'Iran, hein, puis à la fin c'est le commandeur suprême des forces de l'OTAN qui est intervenu pour nous expliquer, bon écoutez, on n'ira pas attaquer l'Iran, on n'a pas les moyens. Voilà, et puis tout ça s'est terminé, hein, et puis Netanyahou en a arrêté avec ses déclarations quotidiennes sur le fait que Israël allait faire des frappes préventives en Iran. Hein, ça, voilà, parce qu'on nous parle aussi, alors ça c'est fascinant, vous savez bien, hein, pour la politique de la France, de légitime défense. Hein. Alors j'aimerais bien savoir ce que qu'est-ce qu'ils nous ont fait clairement ces Syriens. Ah, c'est eux les responsables, ah oui, le Thalys, le machin, enfin oui. D'ailleurs, à ce propos, vous avez bien vu aussi, autre information, Bernard Cazeneuve bloque, hein, en classant secret défense, toute l'enquête concernant Charlie. Alors, je dis ça pour les petits Charlie, hein, qui pensaient qu'il allait avoir la vérité sur cette affaire. Et pourquoi il bloque? Parce qu'on s'aperçoit que, évidemment, comme dans toutes ces affaires de terrorisme à chaque fois, on est forcé de faire un lien entre terrorisme et État. Hein, donc terrorisme d'État. C'est aussi simple que ça, puisqu'à chaque fois, je veux dire, dans le cas de Mohamed Merah, c'était pareil. Voilà, dans le cas des Kouachi et Koulibaly, visiblement, hein, qui lui aurait fourni les armes, ce serait des gendarmes, mais c'est complètement hallucinant. Donc forcément, évidemment, là, l'enquête est bloquée. Pour le coup, on ne saura plus rien des informations qui avaient été sorties par la Voix du Nord à l'époque. Ben voilà. Voilà, donc petit à petit, vous voyez, hein, tout est en train évidemment de se révéler. C'est l'apocalypse, comme on dit en grec. Hein, alors on me dit, oui, où est l'ennemi? C'est qui d'abord? On ne sait pas. C'est vrai, hein, où est l'ennemi? Hein. Ça, c'est ce que... les États-Unis sont très très forts là-dessus, puisque évidemment, hein, l'ennemi aujourd'hui, c'est le musulman. Soyons clairs, hein, l'ennemi, même quand bien même hein, toute la bonne doxa de gauche bien pensante voudrait vous faire croire le contraire, hein, oh, nos amis musulmans, nos amis les migrants, etc. Et pourtant, c'est bien eux qui sont la cible. Hein, il s'agit de déstabiliser tout le monde arabo-musulman, du Proche-Orient, mais aussi d'Afrique du Nord, on le voit bien, hein, puisque la déstabilisation donc, de l'Égypte, de la Tunisie, hein, de la Libye, évidemment, mais on sait bien que l'Algérie aussi est dans la ligne de mire de ce plan de grande envergure, hein, ce plan ce remodelage du Moyen-Orient, comme le disait très bien l'administration américaine, et qui a pour objet non seulement, à mon sens, de détruire l'islam de l'intérieur, parce que l'islam, par rapport, vous savez, à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ce djihadisme qu'on soutient, cette espèce d'islam dévoyé, entre guillemets, en tout cas, hein, le plus radical, le plus méchant possible, fait mal de l'intérieur à l'islam, évidemment. Et en même temps, comme on voit cette politique où on tape sur les musulmans, eh ben, par effet un peu d'entraînement, on fait en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui basculent de ce côté-là. Vous voyez, alors non seulement on utilise cette arme médiatique pour sans cesse hein, nous montrer des méchants musulmans et les pointer du doigt, mais en plus de ça, il y a, par le fait même de ces guerres et de cette constante, on va dire, constante, perpétuelle
guerre médiatique qui leur est menée, eh ben, a des conséquences que des gens vont rentrer dans ce système. Alors on a toujours des trolls qui viennent défendre sur notre page. Alors c'est marrant parce que ces trolls sont toujours sur des comptes, vous savez, sans photo, sans rien, puis ils viennent de créer leur compte, puis ils atterrissent sur notre page pour venir défendre les idées d'Al-Qaïda et de Al-Nosra. Ils trouvent ça superbe, ils trouvent ça très bien. Bon ben, moi, ce que je dis, c'est montrez-vous déjà, premièrement, parce que comme ça, vous prouvez-nous qui vous êtes, parce que c'est facile quand même de se cacher derrière des comptes, sans photo, sans rien, sans contact. Montrez-vous, venez devant des caméras, montrez-vous, puis ensuite on vous invitera, et on vous invitera à débattre avec d'autres gens. Voilà. C'est un peu facile ça, les gens qui se cachent comme ça derrière des comptes, et puis pour venir défendre des idées et des gens peu recommandables, parce que c'est quand même ça qui s'impose. Mais voilà, moi c'est ce que je constate en vrai. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Vous êtes en train de vous embrouiller entre vous, ça c'est pas très très malin, forcément. Alors, on me dit oui, et l'intervention de la France, silence radio depuis quelques jours. Oui, l'intervention de la France, on est un peu ridicule, vous savez, pour moi, on est tellement devenu le caniche et le supplétif des opérations américaines qu'on n'a aucun intérêt. La parole de la France, c'est ridicule. Vous savez, plus personne nous écoute. Sur la scène internationale, la France est je veux dire, c'est un second couteau. De toute façon, il vaut mieux aller écouter Obama et ce qui se dit du côté de Washington, puisque c'est la voix du maître, comme on dit. Quand vous allez voir quelqu'un, vous n'écoutez pas son chien, vous ne vous pliez pas au désir de son animal de compagnie, vous écoutez le maître. Bon, voilà, la France, franchement, elle est ni écoutée, ni respectée, ni... voilà, on est complètement piétiné dans tous les sens du terme, dans notre honneur, dans notre dignité, dans notre amour-propre. Et nous obéissons aveuglément à toute cette doctrine impériale, en nous plongeant quand les États-Unis nous demandent d'aller bombarder vite fait un camp de djihadistes, comme disait le colonel Chaman, probablement vide en plus, puisque le temps qu'on les prévienne, bon attendez les gars, on a envoyé les Français là, ils risquent de vous balancer une bombe sur la gueule, puis les gars ont le temps de se barrer pour ensuite aller se commencer devant les médias pour dire attention, nous participons à des opérations de maintien de la paix contre l'État islamique, donc c'est complètement ridicule. La France n'est plus écoutée, malheureusement, ça fait très mal, mais c'est comme ça. La France est plutôt au fond du trou, si j'ose dire, qu'au devant de la scène, clairement. Alors, on me dit, est-ce pour toi le début de la Troisième Guerre mondiale ou celle-ci a déjà commencé depuis longtemps? C'est une question, effectivement, qu'on me pose souvent, à laquelle, évidemment, je ne suis pas... je lis pas dans le mar de café, je ne suis pas habilité à répondre, mais ce que je constate, c'est que nous vivons dans une période de guerre ininterrompue depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis, une vingtaine d'années. Cela a commencé avant finalement, mais il y a eu une accélération en fait de ce mouvement à partir évidemment des attentats du 11 septembre qui ont été le déclencheur absolu d'un certain nombre de guerres qui ne se sont pas arrêtées, quoi. Ça a été continuel. Et ces guerres sans cesse, évidemment, me font penser comme vous que nous sommes en fait dans une guerre mondiale, bien évidemment, puisque tous les pays, vous voyez bien, sont impliqués, et que les implications vont très loin, puisque quand vous avez des pays même comme la Chine, des pays qui vous le savez, dans leur histoire, ne sont intervenus nulle part. Les Chinois n'ont pas fait d'intervention externe dans leur histoire, c'est qu'il y a une réelle menace, il faut bien le comprendre, et que cette menace, effectivement, elle est pour moi portée par l'Empire américain. On va pas tergiverser sur les mots ou essayer de se cacher derrière son petit doigt. Le pays qui quand même bouscule toute la géopolitique mondiale au nom de sa domination impériale, parce que les États-Unis veulent tout dominer. Ils veulent pas dominer à moitié, ils veulent tout dominer. Ils veulent absolument qu'il n'y ait aucune concurrence.
Ce qui veut dire que, pour ça, comme le décrivaient les stratèges américains, dont un des plus connus est Brzezinski, alors évidemment, The Great Chessboard, Le Grand Échiquier en français, un livre qui date des années 90, dans lequel il décrit toute la stratégie américaine et ce qu'il faut mettre en œuvre pour les États-Unis. Effectivement, tout ça ressemble fort à un programme politique, et surtout que les États-Unis ont presque suivi à la lettre ce qui est marqué dans cet ouvrage. Donc, évidemment, on peut parler, oui, de guerre mondiale, mise en place d'un nouvel ordre mondial. Oui, on peut parler d'un nouvel ordre mondial, l'expression d'ailleurs qui a été inventée, alors là je me réfère évidemment aux travaux de Pierre Hillard, qui nous parle de ce nouvel ordre mondial, en fait une expression qui date bien du début du siècle, mais qui a pris tout son sens à partir d'un discours de 1990 ou 91, de septembre, justement c'est le 11 septembre 91 il me semble, voilà, donc c'était le 11 septembre c'est sûr, de George Bush, père, qui évidemment nous expliquait que les États-Unis allaient créer ce nouvel ordre mondial, qu'il encourageait les peuples à le rejoindre, etc. Et qu'effectivement, nous avons vu une période de guerre, à partir de cette guerre d'Irak, puis ensuite on a connu la guerre en Yougoslavie, et puis ensuite les attentats du 11 septembre, puis toutes les guerres qui se sont enchaînées depuis, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, l'Irak, etc. Et tout ça n'est pas fini, nous sommes encore dedans. Donc oui, les États-Unis suivent en plus une stratégie d'encerclement des pays, puisque l'effondrement de l'Union soviétique a été l'occasion pour eux de s'accaparer un certain nombre de territoires qui étaient auparavant sous influence russe, comme, on le sait très bien, l'ancien empire en Europe, l'Europe de l'Est, mais aussi toute l'Asie centrale. Je veux dire, mettez-vous par exemple à la place des Iraniens, vous vous trouveriez probablement encerclés. Quand vous avez des Américains, ils sont en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, au Turkménistan, au Kazakhstan, etc. Dans tout le pays du Golfe, en Arabie Saoudite, vous dites, attendez, imaginez un peu que les États-Unis doivent faire face à des bases iraniennes au Canada, au Mexique, à Hawaï, dans les Antilles. Comment réagiraient-ils C'est des bases russes. Voilà, c'est ça la réalité. Non, quand c'est les États-Unis, ça ne dérange pas. Ils nous ont plus, grâce à leur arme, qui est une arme suprême quand même, qui est une arme qui fait partie intégrante de tout ce dispositif, qui est l'arme culturelle, l'arme, vous savez, l'arme médiatique, pour nous faire admettre des choses sur la longueur, donc le fameux empire du bien contre le mal, le fameux, les États-Unis seraient le chevalier blanc, alors que évidemment leurs ennemis ne cherchent qu'à les détruire, alors que c'est une situation inversée, puisque les États-Unis sont les agresseurs systématiquement. Vous savez que c'est un pays, j'avais vu des infos là-dessus, alors qui n'a été que, je crois, une dizaine d'années de paix dans son histoire. Ils ont constamment fait la guerre. Je veux dire, au départ, c'était la guerre sur leur continent. Ils ont fait la guerre contre le Mexique, il y a eu des guerres contre le Canada, il y a eu ensuite des guerres contre l'Espagne. Ils ont fait des guerres absolument tout le long de leur histoire, les États-Unis. C'est une longue période de guerre. Il y a même eu la guerre entre eux, la guerre de sécession, etc. Je veux dire, les États-Unis, c'est un pays qui s'est bâti que sur la guerre et la domination. Alors domination évidemment continentale, puis extra-continentale, et puis mondiale. Voilà, on a affaire à une puissance mondiale qui cherche à éliminer toute forme de concurrence, à exercer sa domination absolument partout. Et donc au prix évidemment de nombreux morts, au prix d'une domination économique, financière, parce que tout ça va avec... évidemment, c'est un package avec le monde néolibéral de consommation et le monde de la dette. Voilà, tout ça, c'est ça la domination impériale américaine. Et tous ceux qui osent s'opposer évidemment à cet ordre sont... ils sont bannis, sont finissent. Vous avez vu Chavez qu'on a essayé de renverser, etc., etc. C'est le prix à payer pour les pays qui refusent de rentrer dans cet ordre américain et de rester souverain. Attention, on en parlera justement en deuxième partie de souveraineté, à quel point tout cela est important. Alors on me dit, en cas de guerre, es-tu prêt à aller te battre pour ce combat dans le peuple? Nous n'avons rien demandé, gagner. Aller se battre pour qui? Pourquoi, mon cher? J'ai envie de demander. C'est ça le truc. Se battre pour qui? Parce que si c'est pour se battre pour Goldman Sachs et Areva et Total, ma réponse est non. Soyons clairs.
Ma réponse est non, je n'irai pas me battre pour des multinationales. Hein, ça c'est clair, que les choses soient claires. Ah bah non, ça m'intéresse pas. Après se battre, je pense que le combat, vous savez, c'est quoi se battre? Nous on est déjà dans un combat. Ce qu'on fait, c'est déjà un combat. C'est déjà alors c'est pas un combat militaire, évidemment. Moi je suis pas un militaire, j'ai pas de formation militaire, je n'ai même pas fait l'armée, figurez-vous. Donc vous voyez, j'y ai échappé parce que j'étais dans une mentalité comme beaucoup de gens de l'époque, me dire bah, de toute façon tout ça n'est pas important, etc. Puis vous savez, c'est les dernières années, je crois que c'est la dernière année où il y avait une conscription obligatoire. J'ai passé les 3 jours en catimini, ils m'ont dit allez au revoir, salut monsieur, et j'étais bien content de me barrer. Donc non, aller me battre de façon militaire pour des intérêts de multinationales, non, ça ne m'intéresse pas, absolument pas. Et je pense que ce qu'on mène ici, c'est déjà un combat sous une autre forme, voilà, avec évidemment des avantages, des défauts peut-être pour certains, mais en tout cas, c'est un combat. Et le combat de l'esprit, croyez-moi, c'est pas un combat évident non plus, c'est pas un combat facile. Voilà. Alors, la vraie question, Asselineau ou pas régional? Asselineau, pour ma part, sortir de Laurent Lutteux, et on verra après le reste, quitte à voter UPR que pour imposer le débat dans les grands médias. Oui, moi comme je l'ai déjà expliqué 10, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois, 200 fois, je vais le répéter une énième et 500e fois peut-être, je n'ai absolument aucun désaccord politique avec l'UPR. Que les choses soient claires. Donc, voter effectivement pour Asselineau dans les régionales, certainement, je préfère largement quand même Asselineau que Barthelone ou Pécresse quand même. J'ai encore un peu de dignité, on va dire. Bah évidemment, ça reste quand même une option, voilà, acceptable, hein, je le pense. Après, on ne sera pas d'accord sur tout, on peut pousser le débat politique, on peut effectivement ergoter pendant 10 heures, oui, sur ci, sur ça, etc. Mais comme je l'ai exprimé un certain nombre de fois, donc je le répète, je n'ai absolument aucun désaccord politique sur l'UPR en ce qui concerne la sortie de l'OTAN, de l'UE et de l'euro. Et pour moi, ça me paraît indispensable, évidemment, et la clé pour commencer à pouvoir se dire qu'il va y avoir un changement de système politique dans ce pays. Parce que ça passera forcément par ça. Je ne vois pas d'autres solutions. Hein, c'est pour ça que quand il y a des personnes qui aiment parler d'autres Europe, non, tout ça pour moi n'est pas sérieux. Une fois qu'on a bien analysé la situation et qu'on connaît l'ensemble des mécanismes qui régissent les traités européens, comment tout ça a été monté, qu'on connaît la genèse, on ne peut pas voir les choses autrement, à mon sens. Mais il y en a qui me diront que c'est dictatorial, etc. Mais moi, je vois pas d'autre solution que sortir de l'Union européenne. En tout cas, on pourra pas avoir, vous voyez, tout à l'heure, j'avais une discussion avec quelqu'un là-dessus, on pourra pas avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est-à-dire ceux qui pensent qu'il faut se concentrer sur la souveraineté, et que la souveraineté est la clé, parce que la souveraineté, pour moi, c'est la clé. Hein, si vous pouvez pas décider, tout le reste, c'est futile, c'est de la littérature. Hein, c'est celui qui décide qui a le pouvoir. Tout le reste, bah oui, on peut parler pendant 10 ans, bah oui, mais si vous n'avez pas le pouvoir, vous ne pourrez rien faire. Donc la souveraineté, pour moi, est la clé absolue de ce qu'on est en train de vivre. Et cette clé, pour qu'elle puisse revenir dans nos mains, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne pourra pas avoir la clé de notre souveraineté et rester dans la construction européenne. Parce que la construction européenne est une entreprise, ou en tout cas un projet, qui justement, précisément, s'appuie à confisquer ces clés de souveraineté et ne peut se réaliser que par la confiscation de ces clés. C'est quand, je veux dire, la construction européenne, son but, maintenant clairement affiché, de faire éclater les États-nations, hein, en tout cas de les affaiblir au maximum jusqu'à les faire éclater, eh bien, la souveraineté européenne, c'est la confiscation de toutes ces clés. Et c'est que par cette confiscation que la construction européenne pourra s'ériger et prospérer et continuer à exister. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Et si on ne comprend pas ça, tous les gens qui sont dans une posture souverainiste, un peu du type DLR, je suis désolé, bon, je sais qu'il y a pas mal de gens de DLR qui nous regardent aussi, et dire je tape sur DLR, mais bon, je suis obligé de l'admettre, vous savez très bien, j'en ai rencontré beaucoup des gens à DLR, j'en ai beaucoup discuté avec vous, hein, on n'est pas du temps où j'étais à l'UPR et on n'avait pas du tout les mêmes positions, parce que pour moi, c'est une posture qui est presque schizophrénique. On ne peut pas revendiquer
sa souveraineté et dire non, on va conserver ce projet européen, puisque précisément ce projet européen s'appuie sur la confiscation de toute souveraineté. Hein. Le projet européen il ne peut fonctionner que si la France elle reste à sa place et puis qu'elle arrête d'exister et d'être la France. Et là, ça, on pourra faire un projet européen. Hein, voilà, c'est exactement comme ça. Donc à partir de là, moi je ne pense pas qu'il puisse y avoir de coexistence possible en fait entre la souveraineté et la construction européenne. Donc il y a une logique à ce que tous ceux qui en appellent à la souveraineté en appellent à la sortie de l'Union européenne. Sinon il y a une incohérence politique pour moi majeure, voilà, tout simplement. Et tous les chimères, toutes ces chimères de autre Europe, on va changer, non, on ne fera rien. Non, on ne va rien changer du tout. D'ailleurs, comment vous changeriez quelque chose avec quoi? Avec les 28 signatures nécessaires pour modifier les traités. Vous voyez, ça, c'est du réalisme. Voilà. Comment vous allez faire pour changer, pour pouvoir mettre en place, quand il s'agit qu'on est à 28, vous savez qu'une réunion où les gens vont s'exprimer 5 minutes, ça dure 6 heures. Voilà, c'est ça, ce sont des réalités. C'est ça, la réalité. Donc, voilà, il y a des choix à faire. En tout cas, pour moi, on ne peut pas être à la fois réclamer un retour au souverainisme et à l'indépendance de la France et vouloir rester dans la construction européenne. C'est complètement contradictoire. Voilà. Alors, on me dit du nouveau sur le TAFTA. Pas vraiment, non, mais bon, pas vraiment de nouvelles. Ouais. On a vu ces déclarations du sous-secrétaire d'État français qui disait oui, on va arrêter, mais il ne va rien arrêter du tout. Tout ça, ce sont des rodomontades un petit peu, mais qui ne vont pas aller loin. Et puis, vous savez, ils ne tiennent pas vraiment à ce qu'on sache, puisque tout ça est très secret. Voilà, ça se fait dans le dos des peuples. Hein. C'était l'expression de Seguin à l'époque. Hein. C'est-à-dire, tous ceux qui nous avaient dit non à Maastricht, tout leur donne raison aujourd'hui. Hein. Regardez ce discours de Seguin à l'Assemblée nationale, c'est fabuleux de comment cet homme était visionnaire et donc avait tout compris de comment fonctionnait cette construction européenne et vers quoi elle allait. Hein, écoutez Chevènement, hein, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, ils n'aiment pas Chevènement, machin. C'est vrai que Chevènement, même quand on lui dit il faut sortir de l'Europe, on se demande est-ce que oui, est-ce que non. Bon. Voilà, mais en tout cas, ce qu'il disait, le fond de ce qu'il disait, je suis désolé, il avait parfaitement raison, quoi. J'espère qu'il changera, avec l'âge, un peu comme Philippe de Villiers. Non, on m'en parlait tout à l'heure, Philippe de Villiers. Ah bah oui, Philippe de Villiers, effectivement, il est en train de tout balancer. Voilà, il prend des positions claires. C'est un peu, effectivement, c'est ce qui nous laisse un petit goût amer, c'est de se dire, c'est quand ces hommes politiques sont vieux, on va dire, qu'ils ont largement profité, quelque part, un peu de ce système, et qui se mettent à dire la vérité tout d'un coup. Et puis, évidemment, on en tombe effaré, mais voilà, on regrette qu'il n'eût pas été un peu plus courageux, on va dire, de leur vivant, si j'ose dire, enfin, en tout cas, du temps où ils occupaient des fonctions pour nous mettre en garde sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, comme évidemment ils nous préviennent des années après, le danger est encore plus grand. Hein, comme il dit aujourd'hui, évidemment, la France risque de disparaître. C'est pas une option, hein, c'est pas un délire conspirationniste, hein, c'est une réalité. Voilà, une vraie réalité. Alors, on me dit, subissez-vous des pressions à force de critiquer l'empire anglo-américain sioniste? Non, pas du tout. Quels sont les risques pour Meta TV? Je ne me pose pas la question, mon cher. En tout cas, des pressions, non, certainement pas, non. Des pressions de qui, d'ailleurs? Vous savez, il ne faut pas non plus, voilà, je vais déromantiser un peu la chose. Les pressions, j'ai envie de dire déjà de qui? Hein, oui, on subit des pressions, vous le savez de qui. Si vous voulez en parler, j'en ai parlé la dernière fois, je ne vais pas encore en reparler, j'en reparlerai quand il y aura du nouveau, mais vous voyez bien, c'est qui nous met la pression, et sur quel sujet. Voilà, les choses sont claires. Hein, il y a des sujets comme ça qui sont des lignes rouges, hein, qu'il ne fallait pas franchir et qu'on nous a mis en garde. Voilà, bon, nous, en toute impertinence, hein, nous sommes allés interroger les personnes persona non grata et les personnes qu'il ne faut que ces personnes-là ont décidé de ne pas interroger. Voilà, vous les connaissez, les lignes rouges, vous savez c'est quoi. Mais concernant notre critique de l'empire anglo-américain, non, nous n'avons absolument aucune pression. Hein, et vous savez, souvent les pressions, je vais vous dire, elles viennent de l'intérieur. Quand je dis de l'intérieur, je me comprends, c'est-à-dire, elles viennent plutôt des gens qui sont dans nos mouvements
de dissidence, de résistance, hein, plutôt que de Manuel Valls. Force est de le constater, malheureusement, mais c'est une réalité. Donc après, non, des pressions, non, non. Pas de pression, en tout cas, du ministère de l'Intérieur. Pas pour le moment. Si jamais il n'y avait qu'une seule pression, je vous en parlerai. Mais pour le moment, non. Les pressions, elles sont venues à chaque fois, mais de l'intérieur, comme je dis, pas de l'extérieur, sauf dans cette affaire, évidemment, avec la LICRA, là, on savait à qui on s'attaquait, et puis, voilà, c'est ça la ligne rouge. Mais les autres pressions, non. Vous pouvez critiquer l'Empire anglo-américain, je vous dis, vous allez dormir chez vous le soir, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors... Ouais. Ah oui, parce que j'ai oublié de mettre les questions à l'antenne, c'est vrai. Alors, on me dit, que penses-tu des fusions de communes en France? Perso, dans le 44, 2 communes ont fusionné, Saint-Herblain et Annest, et bientôt 2 autres communes vont encore fusionner, la Chapelle-Basse-sur-Mer et Barbechat. Et ce n'est pas fini, il y a encore 7 communes au sud du département autour de Valais. Ne penses-tu pas que l'on essaie d'effacer l'histoire de France sous couvert d'économie pour les collectivités? Mais tout à fait, mon cher, ça fait partie du plan. Hein, tout ça est une mise au pas administrative afin de conformer comment on appelle ça, les nouvelles dispositions communales avec le grand marché transatlantique. Parce que le grand marché transatlantique, qui ne porte pas bien son nom, si j'ose dire, parce qu'on parle de grand marché, comme si tout cela n'avait un rapport qu'avec des commodités commerciales. Vous savez, ça aussi, c'est très intelligent de leur part dans le nom. Mais il ne s'agit pas que de ça. Hein, ce TAFTA, en fait, c'est un grand traité d'harmonisation à tous les niveaux. Et donc, le but pour, évidemment, les États-Unis, en nous absorbant via ce TAFTA, c'est aussi d'imposer une espèce de normalisation des pays européens afin que ces pays puissent, vous voyez, comme ça, se greffer naturellement avec les États-Unis. Et le but de ces regroupements de communes, évidemment, les communautés d'agglomération, on n'arrête pas de nous bassiner avec ça, effectivement, ça avance à grands pas. Même je vis ici dans une grande communauté d'agglomération, très connue, la Plaine Commune, évidemment, ceux qui y vivent le savent très bien, qui regroupe Épinay, Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen, etc. Enfin bon, voilà, on n'y comprend plus rien. Mais tout ça n'est pas le fruit du hasard. C'est pour adapter les administrations comme ça. Vous savez, les communautés d'agglomération, elles seront un peu le niveau de l'État, du comté, pardon, américain. Et puis, ensuite, vous aurez l'État. Vous savez, aux États-Unis, l'État. Alors, pas l'État, évidemment, on va faire un distinguo. L'État, voilà, la Virginie, le Missouri, le Dakota, etc. Pour avoir donc la taille de cet État en Europe, ça, ce sera les eurorégions. Donc c'est parfait, on va fusionner l'Alsace et le Bade-Württemberg, l'Artois avec une partie du Brabant, et puis on a foutu une partie du Kent, et puis les Baléares, la Catalogne, et puis le Languedoc-Roussillon, etc. Enfin, c'était des choses complètement improbables, mais ça, ce sera l'État, donc au sens de l'État américain, voilà, Missouri, etc., puis au niveau de la taille, etc. Et puis ensuite, vous avez le niveau fédéral. Et puis le niveau fédéral, c'est quoi? C'est le niveau Union européenne. Et comme ça, notre système administratif et juridique va être calqué sur celui des États-Unis, en tout cas fortement ressemblant, de façon à faire cette fusion, cette absorption de façon naturelle. Mais c'est nous qui devons nous adapter. Attention, c'est toujours dans ce sens-là. C'est pas eux qui vont s'adapter. Et donc, l'idée est de faire, évidemment, disparaître la commune. Eh oui. Donc, et c'est le même problème, d'ailleurs, vous savez, en France, mais qui est posé aussi aux Italiens, aux Espagnols. Les Italiens, par exemple, qui ont un grand nombre de communes, quand Mario Monti est arrivé, c'était un de ses projets, et ils ont balayé tout ça. Voilà. Ça fait partie d'un grand plan qu'il faut remettre dans un objectif général de fusion. Alors, on me dit quoi encore? Vous ne trouvez pas bizarre que Poutine intervienne en Syrie et qu'il n'a jamais levé le petit doigt au sujet de la Palestine? S'il y a bien un peuple qui est opprimé et qui résiste depuis 60 ans contre l'ennemi, ce sont bien les Palestiniens. Oui, ça m'a toujours travaillé cette situation. Oui, mais c'est complètement différent. On ne peut pas comparer la situation de la Palestine. Non, c'est quoi la Palestine et de la Syrie? Déjà, la Syrie, il obéit à la demande des autorités syriennes. En Palestine, il va obéir à quoi? Mahmoud Abbas,
Et puis au nom de quoi la Russie respecte le droit international, comme elle a toujours, là, elle a toujours demandé. Compris cette stratégie. Il a été plus malin qu'eux, parce que lui, il a récupéré la Crimée tout de suite, parce que ça, la Crimée, juridiquement, effectivement, c'est compliqué, parce que la Crimée a toujours fait partie de la Russie. Hein, c'est Khrouchtchev, en 54, qui a dit, oui, on va la balancer, on va la mettre dans l'Ukraine et tout, mais visiblement, tout ça s'est fait en non-conformité avec la constitution de l'URSS de l'époque. Donc voilà, donc après, la Crimée a toujours été russe. Comme il disait Poutine, d'ailleurs, j'avais mis une de ses phrases, il a dit « mais la Crimée était russe quand Manhattan appartenait encore aux Sioux ». Donc voilà, les Américains seraient bien inspirés de se calmer sur l'histoire de la Crimée, parce que la Crimée a toujours été russe, effectivement. Enfin, c'est historiquement Catherine de Russie qui a poussé évidemment la guerre vers le sud en reprenant la Crimée aux Ottomans, et depuis la Crimée est russe, voilà, et peuplée majoritairement de Russes. Ça, que ça les emmerde ou pas les Américains, c'était un fait, c'est comme ça. Alors, on me dit, est-ce que tu penses, ça c'est la question, est-ce que tu penses vraiment que les puissants du monde vont laisser regagner notre souveraineté? Bah ça je n'en sais rien. Je ne peux pas le savoir. Est-ce qu'ils vont nous laisser? Je ne le pense pas. C'est un combat, on l'a dit, je l'ai dit en préambule, mais je pense que c'est un combat de tous les niveaux, bien sûr que non. Ils ne le laisseront pas. Vous voyez bien comment la souveraineté, le mot souveraineté lui-même est entaché de suspicion, de racisme, d'extrémisme, etc. Pour comprendre que ce n'est pas leur intérêt. Donc ce sera un combat, non, ils ne se laisseront pas faire, évidemment. Les puissants n'ont pas intérêt, eux ils sont là pour appliquer un agenda, donc forcément quand il y a des gens comme nous, c'est un peu le grain de sable dans l'engrenage, et ils n'ont peut-être pas envie que toute la machine se mette à dérailler, forcément, donc non, évidemment, ils n'ont pas nous laisser faire, mais bon, est-ce qu'ils auront le choix? Tout est là. Alors, on me dit aussi... Je pense également qu'il faut redevenir un État souverain, mais à ce moment-là, comment faire? Va-t-on nous laisser faire? C'est la même question. Non, je ne pense pas, il va falloir se battre, c'est tout. Après, les solutions, vous voyez, moi non plus, j'aurais pas les solutions. On me dit quel est le moyen pour sortir de l'UE, loi ou méthode, référendum. Ça, c'est aussi des questions sur lesquelles je ne peux pas répondre. Visiblement, voilà, il y a un parti, effectivement, l'UPR, qui prend une voie, on va dire, légaliste, en tout cas, qui essaye de devenir... s'incruster dans ce monde politique extrêmement fermé pour amener cette idée. Voilà, c'est une stratégie. Il y en a d'autres qui pensent au coup d'état militaire, bon, option qui s'éloigne et que, voilà, pour ma part, en tout cas, je trouve un peu farfelu, puisque, bon, tous les militaires que j'interroge sur ce sujet me disent, mais non, mais ça tient absolument pas la route. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être coup de pression populaire, je sais pas comment il peut s'exprimer. Effectivement, quand on a vu, vous savez, ces cadres d'Air France courir à moitié nus, voilà, poursuivis par des employés, moi j'aimerais voir un jour des Valls et des Hollande un peu pareil. Là, effectivement, ça deviendra un peu plus compliqué pour eux. Voilà, donc si on arrive dans cette situation-là, effectivement, pourquoi pas un coup de pression? Je sais pas, mais j'ai pas la solution, j'ai pas la solution, je pense pas qu'il y en ait qu'une en plus. Mais la solution globale, elle me paraît être, en tout cas pour ma part, de faire comprendre au maximum de gens la situation pour que la prise de conscience prenne forme dans le réel. C'est-à-dire une fois qu'on aura un maximum de gens qui auront intégré la situation pour ce qu'elle est, à ce moment-là, on peut envisager qu'il y ait effectivement des changements, des véritables changements. Voilà, on me dit, faut-il prendre en exemple sur l'Islande où les idées de choix ont été mises en œuvre? L'Islande est un tout petit pays, c'est vrai, ils sont 500 000, je crois, ou 400 000, enfin c'est un petit pays. Oui, c'est plus facile avec les petits pays. Maintenant, nous, il va falloir trouver des solutions adaptées à la grandeur de nos pays. Mais oui, bien sûr, moi, les idées de choix, vous savez ce que j'en pense, je suis extrêmement convaincu de base par ces idées. Je pense que la révolution de notre système politique, c'est une des clés pour aller vers la libération du peuple, et que c'est que par là que le peuple pourra se réaccaparer le pouvoir.
tout cas le reprendre à cette oligarchie. Je vois pas d'autres solutions. Donc les solutions de Chouard m'intéressent. Je trouve que c'est quelqu'un de formidable qui nous ouvre tout un tas de pistes de réflexion pour justement se réapproprier ce pouvoir. Maintenant, tout cela pour condition, évidemment, de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'OTAN, de sortir de l'euro et de reprendre notre souveraineté dans tous les domaines, évidemment. Et Chouard il souscrit complètement à cette idée aussi. Mais voilà, le problème qu'on pose souvent à Chouard, c'est on lui dit, mais comment on fait? C'est ça, et c'est le problème que tout le monde a. Et moi non plus, je n'ai pas la réponse et je ne pourrais pas vous la donner ce soir. Faut pas rêver, c'est clair. Alors, on me dit, le peuple a-t-il déjà eu le pouvoir en France? N'est-il pas condamné à être soumis? De plus, Satan est le prince de ce monde, donc la justice ne règnera jamais sur terre. Oui, bon, ça c'est une vision mystico-religieuse. Et mon cher, moi je ne suis pas pour justement tout placer sur des paradigmes religieux, parce que tout le monde ne l'est pas. Il y a des athées parmi nous, il y a des gens... Et quand on parle de politique, voilà, bon, si on veut absolument intégrer ces éléments religieux dans le raisonnement, on perd une partie des gens. Donc, non, je suis pas forcément d'accord. Oui, est-ce que le peuple a déjà eu le pouvoir en France? C'est vrai, c'est une bonne question. Historiquement, comme toute l'histoire est en train d'être remise en cause, je ne pourrais pas répondre, mais bon, on va voir. Alors, voilà. Ah, bon, les petites questions pratiques, comment retrouver un document sur MetaTV? Bon, pour le moment, c'est pas possible, j'ai déjà expliqué 100 fois pourquoi, et pour le moment, malheureusement, mon cher, ce n'est pas possible, même si, effectivement, je suis d'accord, on passe des bons petits reportages de temps en temps, mais on ne peut pas, malheureusement, avoir un système. Tout ça, ça va se faire avec des moyens financiers. Les pépettes, c'est toujours le même problème. Voilà. Pour ça, il faut avoir des gros logiciels, il faut avoir des grosses machines que nous ne possédons pas. Alors, oui, si la France reprend sa souveraineté, n'y a-t-il pas un danger de grande déstabilisation venant des USA? Probablement. Probablement. Bah oui, je peux pas moi non plus l'affirmer, mais évidemment que vous imaginez le tremblement de terre, le tsunami mondial, si la France, tout d'un coup, sort du giron de l'OTAN et de cette domination américaine. Évidemment, ce sera un tremblement de terre tel que les États-Unis, je pense, ne laisseront pas faire. Évidemment, ça me paraît clair. Ils ne laisseront pas faire. Alors après, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour nous déstabiliser? Ça, ils ont tout un tas de ressources à disposition, y compris l'utilisation de djihadistes, d'attentats, etc. Vous savez très bien, ils ont tout utilisé, ils sont capables de tout. Pour moi, ce sont des gens, ils ont montré qu'ils n'avaient aucune limite. Donc oui, ça ne leur plaira pas, ça c'est évident. Mais si la France, elle est aux mains de gens responsables et sérieux, on aura quand même plus les moyens de se défendre que certains pays. Voilà. C'est ça qui pourra nous sauver. Mais évidemment que oui, vous ne vous rendez pas compte, la France est un pays très important en Europe pour le système de domination américain. Donc imaginez une Europe avec une France qui ne soit plus dans l'OTAN, qui soit libre. Non, ce serait un véritable cauchemar pour les Américains, ça me paraît évident. Alors, cette question, évidemment, je ne vais pas l'éviter. Que penses-tu des récentes déclarations de Nadine Morano? Penses-tu qu'il s'agit d'un mensonge en faveur des Républicains ou le système tente-t-il de créer une marine bis? Non, je pense tout simplement qu'elle a fait des déclarations, qu'elle a dit ce qu'elle pensait. En plus, bon, quand on connaît Nadine Morano, je veux dire, elle avait fait déjà tout un tas de déclarations, etc. Voilà, après, moi, je pense très sincèrement, alors là, je vais peut-être en choquer certains, mais moi, je ne suis pas choqué par ses propos. Vraiment. Je trouve ça basique, je trouve ça limite une lapalissade. Nous expliquer que majoritairement les Français soient des Blancs, je veux dire anthropologiquement, c'est vrai. C'est un constat. Il n'y a rien de choquant là-dedans. De race blanche, après on explique. Oui, race blanche, c'est vrai que le concept de race est un peu ténu à défendre, peut-être génétiquement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui
qui quand même se tient, on va dire, anthropologiquement, presque culturellement, socialement, il y a des regroupements ethniques, c'est comme ça. Alors, elle aurait dit ethnie, ça aurait moins choqué, mais bon, voilà. Mais c'est une réalité, je sais pas si vous imaginez demain, j'avais vu ça passer, ça m'avait fait rire, oui, scandale, la ministre du Mali a déclaré que les Maliens étaient de race noire. Donc, oui, c'est le même genre de choses. Après, quoi, on va s'emballer, voilà. Hein, moi, je connais, vous savez, je parle souvent, voilà, puisque je suis, je connais beaucoup de gens dans les milieux africains, voilà, quand on leur dit, je sais pas, le Cameroun est un pays de race noire, je vous assure qu'il n'y a aucun Camerounais qui est choqué. Personne ne saute sur sa chaise. En revanche, si vous leur dites que le Cameroun est un pays de race blanche, je peux vous assurer que vous allez vous fâcher avec les Camerounais, tu vois. Voilà, c'est ça la réalité. Bon, alors après, les propos race blanche, etc., à quoi ça ramène, ça, il y a des gens qui ont très bien décrypté, d'ailleurs, on passera une vidéo à... Voilà. Je suis obligé de faire ça en direct. Voilà, là ça passe. Ok, bon, visiblement, le micro qui nous a lâché, bizarre. Bizarre, complot, vous voyez, immédiatement. Mais en tout cas, comme je disais, voilà, moi, ces propos, oui, la France est un pays de race blanche, quand même, il n'y a pas de quoi sursauter sur sa chaise, oh mon Dieu, quelle horreur, mais qu'est-ce qu'elle a dit, nanani, machin, etc. Oui, mais bon, on le sait, aujourd'hui, oui, il y a la France, puis l'idée de la France, anthropologiquement, même si d'origine, il y a majorité de blancs, mais la France, après, oui, dans son idée politique, il y a les départements d'outre-mer, donc il y a des gens qui sont noirs, hein, il y a des gens qui sont d'origine asiatique, il y a des Mélanésiens en Nouvelle-Calédonie, voilà, c'est ça, c'est la France, évidemment. Mais après, anthropologiquement, je suis désolé, c'est pas, je vois pas ce qu'il y a de choquant à dire, oui, que la France est peuplée originellement et majoritairement de blancs. Voilà, enfin moi, voilà, ça ne m'a pas en tout cas pour le moins choqué, plus que ça. Hein, voilà, je sais pas, je veux dire, le Sénégal est un pays anthropologiquement de race noire. Est-ce que, voilà, les Sénégalais vont sauter sur leur chaise, mon Dieu, mais quel racisme, mais non, c'est simplement logique. Hein, je veux dire, faut quand même remettre les choses en place. Et pourquoi? Eh ben ça révèle tout un certain nombre de choses, évidemment, sur la société et sur ce vers quoi on nous emmène dans cette politique antiraciste et du multiculturalisme. Ça dérange. Parce qu'évidemment, ça soulève tout un tas de problèmes. Et cette bien-pensance de gauche et de droite, hein, de gauche et de droite. Parce que là, on a vu les réactions, vous avez vu la réaction épidermique des gens dans son camp, hein, elle a plus trop de soutien tout d'un coup, hein, et ça, c'est extrêmement révélateur. Donc voilà, il y a tout un tas de gens qui ont débunké cette affaire de long en large, et je trouve que c'était parfaitement joué, parce que ça reflétait parfaitement la situation, c'est-à-dire que il n'y avait pas grand-chose finalement de choquant dans ses propos. Voilà, alors c'est bientôt l'heure de la pause, je vais prendre les dernières questions. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Ne serait pas une bonne idée d'inviter le président de la LICRA, j'imagine? Oui, je sais pas ce qu'on a voulu dire, il manque le CRA probablement. Pourquoi pas l'inviter? Non, je pense pas que ce soit une bonne idée, puis je pense pas qu'il accepterait. Donc voilà, les choses sont claires. Alors, voilà, est-ce que la régionalisation concerne tous les pays européens? Absolument, c'est un projet européen. Donc ça concerne absolument tous les pays. Je vous dis, en plus, ce sont des regroupements européens qui ne font fi, évidemment, des histoires, des peuples, etc. Hein, vous allez demander à des Anglais de se mêler dans une région avec des Français et des Belges. Allez voir les Anglais, expliquez-leur ça, vous allez voir quand vous allez être reçus. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Je prends les dernières questions. Ne vaut-il pas mieux voter UPR avant d'entrer en guerre? Sauver la France par le vote avant la colère sociale qui sera assurément plus radicale. Mon Dieu. Oui, probablement, hein, probablement. Je vous l'ai dit, moi je ne suis pas contre l'UPR dans ces questions-là. Je vous ai expliqué. Je suis en accord politique. Voilà. Après, chacun y verra. Je vois midi à sa porte, on peut avoir des désaccords sur autre chose. Mais oui, je préférerais largement, évidemment, voter pour un Asselineau, que je vous l'ai dit, que pour une Pécresse et une Barthelone. Ça me paraît évident. Je le voir à la région, ça frimousse en tant que président de région, ce serait pas pour me déplaire, évidemment. Hein, et il me représenterait plus, en tout cas, dans ma ligne politique. Ça me paraît clair. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites encore? Oui. Quand Hollande dit
être nationaliste c'est la guerre, ça me fait penser à George Orwell quand il dit la guerre c'est la paix, l'ignorance c'est la force, la liberté c'est l'esclavage. Le crime de la pensée et la novlangue sont en plein balbutiement en cette ère de propagande de guerre. Penses-tu que le combat que tu mènes ainsi que d'autres puisse éduquer la population et éviter de verser du sang? Bah c'est notre but. En tout cas, nous mon cher, si on essaye de faire quelque chose, c'est d'éveiller les consciences, d'arriver en fait à donner le maximum d'informations, d'éveil sur les sujets et quelque part un peu respecter votre intelligence, d'où l'éclectisme de notre programmation sur des gens qui peuvent être contradictoires et qu'on aime bien aussi opposer des fois dans les entrevues, mais voilà. Donc, et puis aussi, j'en profite aussi pour lâcher, parce que moi, il y a des gens à chaque fois qui me disent « Ah oui, mais toi, est-ce que tu es d'accord avec lui, d'accord ?» Ou même pendant qu'on reçoit des invités, on me pose des questions à moi, là, ça n'a aucun sens. Arrêtez de me poser des questions, attendez, voilà, ce moment-là, si vous me posez des questions, plutôt que lorsqu'il y a un invité, me poser ouais, mais est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Mais non, ça n'a pas de sens. C'est quoi, ça veut dire quoi? Je vais faire mon petit débrief avec les invités et leur voler du temps de parole. C'est pas le but, quand même. Et puis après, chacun est libre de ses convictions. Voilà, que les choses soient claires, chacun est libre de ses convictions, moi-même je suis libre de mes convictions, et les invités qui viennent ici sont libres des leurs, et voilà, après on n'est pas forcément en accord, ne croyez pas que je sois en accord avec tout le monde, je vous le répète, même les gens avec qui je m'entends très bien, c'est parce que aussi on s'entend bien avec quelqu'un qu'on est en accord avec tout, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra un jour intégrer, si c'est possible, parce que vous réclamez à chaque fois que, en fait, il y en a certains qui fonctionnent comme dans les grands médias, c'est-à-dire qu'ils me demandent de montrer patte blanche quand il y a un invité, ça je suis pas d'accord, je vous le dis, voilà, j'ai pas à montrer patte blanche à chaque fois qu'il y a un invité, c'est aussi simple que ça. Alors, on me dit... Pourquoi ne pas essayer de créer un parti avec Metal TV, avec vous-même comme président? Oula, on sortirait de notre rôle un peu, On sortirait de notre rôle, créer un parti politique. Moi, je ne crois plus au parti politique, pour tout dire. Donc, je me vois pas à la tête, en plus, d'un parti politique. Puis, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que je défendrais? Non, je vais laisser ceux qui le font faire des partis politiques. Nous, on va garder notre rôle d'observateur, peut-être d'agent d'influence, diront certains, parce qu'on peut avoir, je veux bien accepter cette étiquette, mais certainement pas de créer un parti politique, non. C'est vraiment pas, en tout cas, à l'ordre du jour pour le moment. Voilà. Connais-tu Thierry Borne et son parti de rien? Oui. Est-ce que tu peux en toucher un mot? Bah oui, j'attends de voir. Bon, c'est quelqu'un avec qui je suis en contact et que probablement qui sera invité dans les prochaines semaines. Vous voyez, comme quoi les grands esprits se rencontrent, c'est de la synchronicité. Eh ben, on dira, je vous dirai après la rencontre ce que j'en pense réellement. Pour ma part, voilà, évidemment, j'ai déjà une idée sur leur programme, etc. Mais bon, il ne s'agit pas non plus d'avoir trop de préjugés. Donc, on l'attend, puis après, chacun pourra se faire son opinion, y compris moi. Que penses-tu du traitement médiatique du CE d'Air France? Bah, c'est véritablement un peu scandaleux, évidemment. Alors, avant de me dire, je vais cautionner la violence, mais je suis désolé, moi, j'ai pas tellement j'arrive pas, en fait, à éprouver tellement d'empathie pour ces directeurs payés, ces hauts cadres qui doivent toucher 15-20 000 euros, qui rentrent chez eux en grosse Mercedes par mois, et puis qui d'un coup de crayon vont flanquer 6 000 ou je sais plus combien de personnes dehors. Non, pour moi, cette révolte ouvrière, bah, c'est salutaire, quoi, et c'est ce qui risque d'arriver à certains patrons, et j'aimerais bien que ça arrive aussi à certains politiques. Voilà, que le peuple, enfin, se révolte et fasse comprendre que c'est lui qui doit faire la loi. Mais après, qu'on soit clair, que chez Air France, ils comprennent que ce qui nous emmène dans la crise que connaissent les compagnies aériennes, c'est aussi partie intégrante de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, puisque les compagnies du Golfe qui les concurrencent à fond et qui sont aujourd'hui les grands bénéficiaires de toute cette manne de ce marché aérien,
c'est aussi parce que les compagnies aériennes ne peuvent plus être subventionnées par les États, c'est interdit par les traités, etc. Donc tout ça est encore une conséquence de notre enfermement dans l'Europe. Hein. Voilà, en tout cas c'est lié. Et ça, je sais pas si c'est quelque chose qui est intégré véritablement par le monde syndicaliste, qui lui me paraît encore attaché à quelques chimères. Et puis vous savez qu'ils sont tous payés par la Confédération européenne des syndicats, la CES, qui finance tout le monde. Hein. Ils ont tous accepté de signer cette charte de CES qui est complètement libérale, etc. Bon, voilà, donc les syndicats, je les renvoie presque dos à dos. Eux aussi, un jour, il faudrait qu'on voit les mecs de la CGT, de FO, de la CFDT aussi, en chemise, poursuivis par les employés. Hein, parce que les employés devraient un peu plus aussi se renseigner sur l'état réel, surtout dans le monde de l'aérien, bien qu'il y ait des gens informés dans certains syndicats, parce que à la base, hein, bien sûr, j'entends, on est informé. C'est souvent, évidemment, à la tête que ça pêche. C'est bien là le problème. Voilà. Alors, est-ce que le multiculturalisme est une émanation pure et dure du judaïsme? Non, ça... Faut que vous arrêtez d'ailleurs avec un truc, les mecs, je vais vous le dire comme je le pense. C'est votre judéocentrisme exacerbé. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une émission, hein, on vous invite des gens qui sont éclectiques, hein, quand même, et... Hein, les seules questions qui vous viennent à l'esprit, c'est ils pensent quoi de la loi Guesso et ils pensent quoi des sionistes et de machin, et il faut libérer la Palestine. Je suis désolé, il faut quand même un petit peu sortir de ce raisonnement simpliste permanent dans lequel on voit la main d'Israël derrière chaque tasse de thé et derrière chaque virgule et derrière la souris, etc. Faut arrêter. Faudrait un petit peu plus avoir une perspective un peu plus grande et comprendre que le sionisme, c'est un des actes, une des armes dont se sert le système, évidemment. Mais arrêtez d'y voir l'alpha et l'oméga de tout, à chaque fois, derrière le sionisme. Parce que ça, c'est, on ne peut plus fatigant, on ne peut plus réducteur, et surtout quand on reçoit des invités de qualité, je suis désolé, mais quand vous avez le colonel Chamagne, et que la seule question qui vous vient, c'est de lui dire « Oui, mais attends, il y a beaucoup de juifs francs-maçons dans l'armée. Franchement, j'ai presque honte. J'ai presque honte quand ils regardent le chat. » C'est ça la réalité. Donc il serait bien un jour de sortir un peu de ça, et d'élargir un peu, de prendre un peu de hauteur de vue, de mener un peu votre perspective et votre pensée un peu plus loin, et que de la réduire et de tout ramener systématiquement au judéo-sionisme. Ça, c'est fatigant. Et j'aimerais bien qu'un jour on sorte de ça, quoi. S'il vous plaît. Voilà. Le message, j'espère, est passé pour certains, parce que c'est fatigant et en plus ça ne mène à rien. Voilà. Il y en a qui sont contents à me dire « Oh, merci pour ce recadrage », parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi aussi qu'il faille arrêter avec ça. Voilà. En tout cas, merci. Voilà. Donc, on va faire la petite pause. On va revenir après. Voilà. On me dit juste, allez, la dernière. On me dit, je suis d'accord avec Tom. J'ai discuté avec des collègues qui ont trouvé des réactions des salariés d'Air France disproportionnées. Oui, bon, oui, certainement. Oui, bon, voilà. Mais comme je vous dis, voilà, c'est effectivement, c'est disproportionné. En tout cas, quand moi j'ai vu aussi ces images de l'employé qui s'adresse à eux et qui en retour à le mépris le plus total, l'ignorance la plus totale de ces cadres, ces mêmes cadres qui 20 minutes après finissent en chemise dehors en train de courir. Je vous dis, j'ai du mal à avoir de l'empathie. Bon, je suis peut-être un gros méchant, moi aussi, visiblement, comme Mélenchon qui s'est fait censurer sur BFM après avoir pris la défense de ses employés. Ils l'ont censuré, mais salement, je veux dire. Là, bon, voilà, Mirluchon, on en pense qu'on veut. Moi, je suis pas forcément d'accord, vous savez très bien, je partage pas, loin de là, toutes ces visions. Mais bon, pour le coup, voilà, il était vraiment, j'ai envie de dire, en dissidence avec le discours officiel, et il s'est fait censurer. Mais vraiment, BFM, c'est une chaîne qui n'a aucune valeur et aucun principe, parce que même nous, on ne serait jamais permis de faire une censure pareille, je vous le dis. Voilà, ça leur a pas plu, on l'a évincé aussitôt de l'antenne. Voilà comment ça se passe dans les grands médias. En tout cas, on va faire la pause, et puis on va revenir juste après. Donc, vous restez connectés. C'est la libre antenne, c'est la saison 3, l'unique, la vraie, à vous, la régie.